Bonjour et bienvenue sur ACI Podcast, un podcast pour comprendre le vivant autrement. Moi c'est Béatrice, créatrice de ACI. Bienvenue dans mon univers. On a tous déjà entendu quelqu'un dire que la forêt était vivante, que se promener entre les arbres nous faisait du bien, que ça ressource et que ça apaise. Certains parlent d'arbres qui communiquent, qui s'entraident, qui forment des réseaux souterrains mystérieux. Ces idées circulent dans les livres, les documentaires ou bien encore les conversations. Mais qu'en est-il vraiment ? Qu'est-ce que la science dit vraiment sur ce qui se passe sous une forêt ? Parce que la réalité scientifique est à la fois plus solide et plus nuancée que ce qu'on dit souvent. Et c'est précisément ce qui la rend fascinante. Sous chaque pas, à quelques centimètres sous la surface, il y a un monde que personne ne voit. Un réseau de fils microscopiques, si fins qu'un seul serait invisible à l'œil nu, qui court sous la forêt entière reliant les arbres entre eux, transportant des molécules, des nutriments ou des signaux chimiques. On l'appelle la Wood Wide Web, et depuis 30 ans, elle divise la communauté scientifique. Bienvenue dans l'épisode 4 d'ACILI. Aujourd'hui, on parle du réseau mycorhizien, ce que la science sait vraiment, ce qu'elle débat encore, et pourquoi cette histoire nous dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont le vivant fonctionne. Avant de parler de réseau et de communication, il faut commencer par le début, par une histoire qui remonte bien avant les forêts telles que nous les connaissons. Il y a environ 450 millions d'années, les premières plantes terrestres n'avaient pas encore de vraies racines. Elles n'étaient que des petits tissus verts pressés contre la roche nue de l'Ordovicien. Et la seule raison pour laquelle elles ont survécu assez longtemps pour devenir des fougères, puis des conifères, puis des chênes, c'est qu'un fil de champignons a émergé du sol minéral et leur a proposé un échange. Le champignon leur fournissait du phosphore et de l'azote captés dans le sol à des endroits que les racines ne pouvaient pas atteindre. En retour, la plante lui donnait des sucres issus de la photosynthèse. Un échange mutuel bénéfique appelé symbiose, écrit dans les gènes de millions d'espèces, qui se perpétue depuis près d'un demi-milliard d'années. Cet échange, c'est la mycorhize, du grec mykès, champignon, et rhiza, racine. Aujourd'hui, on estime que plus de 90% des plantes terrestres vivent en symbiose avec des champignons mycorhiziens. Et chaque forêt sur Terre fonctionne encore aujourd'hui grâce à cette alliance plus ancienne que les arbres eux-mêmes. Pour comprendre ce qui se passe sous nos pieds, il faut d'abord comprendre ce qu'est vraiment un champignon. Ce qu'on appelle champignon dans le langage courant, le chapeau, le pied, la forme assez reconnaissable, c'est en réalité que le corps reproducteur, la partie visible. La partie émergée de l'iceberg. L'essentiel du champignon, c'est le mycélium, un réseau de fils microscopiques appelé hyphes, si fin qu'un seul est invisible à l'œil nu, qui s'étend dans le sol sur parfois plusieurs hectares. C'est ce mycélium qui colonise les racines des arbres, ou plutôt qui s'y associe. Selon les espèces, il entoure les cellules racinaires ou pénètre à l'intérieur. Dans les deux cas, le résultat est le même, une surface d'échange considérablement augmentée, qui permet à l'arbre d'accéder à des nutriments qu'il ne pourrait pas atteindre seul. Et quand les hyphes d'un champignon colonisent plusieurs arbres à la fois, ce qui arrive souvent, ces arbres se retrouvent connectés par un réseau fongique commun. C'est ça le Wood Wide Web. Maintenant que nous avons posé le décor, allons voir de plus près ce qui se passe réellement à l'interface entre une racine et un champignon. Parce que ce mécanisme est en lui-même extraordinaire. Tout commence par une rencontre chimique. Les racines des arbres libèrent dans le sol des signaux moléculaires, des flavonoïdes notamment, qui attirent les champignons mycorhiziens. En retour, le champignon émet ses propres signaux qui déclenchent dans la racine une réponse de reconnaissance. Ce dialogue chimique invisible précède tout le contact physique. Les deux organismes se parlent avant même de se toucher. Une fois le contact établi, le champignon développe son mycélium autour et parfois à l'intérieur des cellules racinaires. Les filaments des champignons se développent autour de la racine en formant un manteau dense, pénètrent les tissus racinaires entre les cellules de la plante et explorent le sol environnant. Cette interface forme un organe mixte, une véritable surface d'échange entre le sol et les racines, permettant aux plantes d'assurer leur nutrition. Et c'est là que l'échange commence. Le champignon explore le sol et rapporte phosphore, azote et eau. Ces nutriments sont essentiels à la croissance de l'arbre, mais ils sont souvent dispersés dans le sol à des endroits que les racines seules ne peuvent pas atteindre. Les hyphes des champignons, eux, peuvent s'étendre sur des dizaines de mètres dans toutes les directions, explorant des volumes de sol considérables. Pour la plante, produire un filament fongique coûte environ 100 fois moins cher que de construire une racine.
En s'associant aux champignons, l'arbre externalise l'exploration du sol à un coût bien moindre, avec une efficacité bien supérieure. En retour, l'arbre cède aux champignons une partie de sa production photosynthétique, qui sont les sucres qu'il fabrique grâce à la lumière du soleil. L'arbre peut lui céder jusqu'à 30% de sa production journalière de carbone. Ce n'est pas rien, mais c'est un investissement rentable. Sans champignons, l'arbre n'aurait pas du tout accès à ces nutriments du sol. Mais les bénéfices de cette association vont au-delà du simple échange de nutriments. Le réseau mycorhizien améliore aussi la tolérance de la plante vis-à-vis du stress biotique, comme les pathogènes fongiques ou bactériens, et abiotique, comme le stress hydrique, salin ou la présence de métaux lourds dans le sol. Un arbre mycorhizé est bien plus résistant à la sécheresse, mieux protégé contre certaines maladies, plus stable face aux perturbations environnementales. Des expériences ont montré qu'un flux d'eau peut circuler entre des plantes saines vers des plantes en situation de stress hydrique par l'intermédiaire d'une connexion mycélienne. En période de sécheresse, les arbres les mieux approvisionnés en eau peuvent, via le réseau fongique, contribuer à maintenir leurs voisins en difficulté. Pas par altruisme, mais parce que les champignons déplacent l'eau là où le bénéfice pour lui est le plus grand. C'est une alliance d'une efficacité redoutable, vieille de 450 millions d'années, et toujours aussi performante. En 1997, une écologue forestière canadienne nommée Suzanne Simard publie une étude dans Nature qui va changer la façon dont le monde regarde les forêts. Son expérience est élégante dans sa conception. Dans une forêt de Colombie-Britannique, elle scelle de jeunes bouleaux et des sapins de Douglas dans des sacs plastiques hermétiques et leur injecte du dioxyde de carbone marqué aux isotopes carbone 14 et carbone 13, donc deux versions légèrement différentes du même atome, traçables dans les tissus vivants, puis elle attend. 9 jours plus tard, elle analyse les tissus des arbres et elle trouve quelque chose de remarquable. Du carbone issu d'un arbre se retrouve dans les tissus de son voisin, transporté à travers les fils fongiques qui relient leurs racines dans le sol. C'est la première preuve de terrain que des arbres d'espèces différentes peuvent déplacer du carbone entre eux via un réseau fongique commun. Nature publie l'étude en couverture avec un titre accrocheur à l'époque, Wood Wide Web. Depuis cette expérience fondatrice, des dizaines d'équipes à travers le monde ont continué à explorer les réseaux mycorhiziens. Et ce qu'elles ont trouvé est dans l'ensemble fascinant. Premièrement, on va trouver le transfert de carbone et de nutriments. Ce transfert entre arbres via des réseaux fongiques a été reproduit dans de nombreuses études, dans des forêts de différents types et sur différents continents. On sait aujourd'hui que ce transfert est réel et que sa direction n'est pas aléatoire. Il a tendance à aller des arbres qui ont un surplus vers ceux qui ont un déficit. Donc par exemple, un jeune arbre poussant dans l'ombre, incapable de produire suffisamment de sucre par photosynthèse, peut recevoir du carbone via le réseau fongique qui relie ses racines à celles d'un voisin mieux exposé à la lumière. On retrouve également les signaux de défense. Des études ont également montré que des signaux chimiques de défense, notamment de l'acide jasmonique, peuvent se déplacer entre les arbres via des réseaux mycorhiziens. Quand un arbre est attaqué par un pathogène, des molécules de défense ont été retrouvées dans les arbres voisins connectés au même réseau avant même que l'attaque ne les atteigne directement. Une forme de signal d'alarme souterrain, mais qui est lent, il faut plusieurs heures, voire plusieurs jours, mais qui semble bien réel. Il y a également les arbres hub. Donc des chercheurs ont cartographié l'architecture de ces réseaux dans des forêts réelles et découvert que certains arbres, les plus grands, les plus anciens, sont des nœuds centraux connectés à des dizaines voire des centaines d'autres. Retirer ces arbres et l'architecture de tous les autres réseaux s'effondre. Ce sont eux que Suzanne Simard a appelés les arbres mères. Il y a également le transfert aux jeunes arbres. Des expériences ont montré que du carbone marqué issu d'arbres adultes se retrouve dans les tissus de jeunes semis connectés au même réseau, suggérant que les arbres plus âgés peuvent contribuer à la survie des plus jeunes via ces échanges souterrains. C'est déjà extraordinaire. Une forêt n'est pas une collection d'individus qui se font concurrence pour la lumière et les nutriments, c'est un système d'interdépendance tissé sous nos pieds, invisible, silencieux et vieux de 450 millions d'années. Le mais dans cette histoire, parce qu'il y a un mais et que ce mais est important, en 2023, une revue critique publiée dans Nature Ecology and Evolution par Justine Karst et ses collègues met les choses au point. Après avoir analysé 1676 citations sur le sujet, leur conclusion est directe.
Un quart des études se trompent sur la structure des réseaux et 50% sur sa fonction. Leur mise en garde, nous risquons de transformer le Wood Wide Web en fantasme sous nos pieds. Ce n'est pas une remise en cause de la réalité des réseaux mycorhiziens, c'est une mise en garde contre la surinterprétation. Donc voici ce qui est contesté. Le transfert de carbone entre arbres a bien été mesuré, mais les quantités transférées sont souvent très faibles par rapport à ce que chaque arbre produit par photosynthèse. La question de savoir si ce transfert est vraiment significatif pour la survie des arbres dans des conditions naturelles reste débattue. L'idée des arbres mères, qui nourrissent délibérément leurs petits, qui reconnaissent leur propre descendance et qui transmettent une sagesse forestière, cette image si séduisante soit-elle, va au-delà de ce que les données actuelles permettent d'affirmer avec certitude. Et enfin, une étude de l'Institut IASA en 2023 résume bien la nuance. Nous avons trouvé que les réseaux mycorhiziens sont essentiels à la stabilité de nombreux écosystèmes forestiers, mais rarement à travers le partage et la solidarité entre arbres. C'est plutôt comme un marché d'échange où chaque arbre et chaque champignon cherchent à faire le meilleur accord pour la survie. La forêt n'est pas un super organisme où une famille d'arbres s'entraide. En 2025, CIMAR elle-même a répondu à ces critiques, maintenant que les preuves du transfert de ressources via de multiples voies souterraines sont solides. Mais le débat est loin d'être clos. J'aimerais m'arrêter un moment sur quelque chose qui me semble essentiel dans cette histoire. Le Wood Wide Web est un exemple parfait de ce qui se passe quand une découverte scientifique rencontre notre désir que le monde soit d'une certaine façon. Nous voulons que les forêts soient des communautés solidaires, nous voulons que les arbres se parlent, s'entraident ou se souviennent, parce que ça nous dit quelque chose sur ce que nous voudrions être. Et parfois la science offre des images si puissantes qu'elle dépasse ce qu'elle a réellement prouvé. Ce n'est pas une faiblesse de la science, c'est une tension inhérente entre la rigueur du chercheur et le besoin de sens du reste d'entre nous. Mais voilà ce que cette histoire montre aussi. Une science qui se corrige est une science vivante. Le débat entre CIMAR et ses critiques n'est pas un échec. C'est exactement ce que la science est censée faire. Proposer, tester, contester, affiner. La vérité se construit lentement, collectivement et imparfaitement. Ce qui est beau, c'est que même en restant dans les limites de ce qu'on sait vraiment, la réalité est déjà stupéfiante. Sous nos pieds, en ce moment, il y a un réseau vivant, invisible, qui existe depuis avant les dinosaures et qui fait partie de chaque forêt sur Terre. On n'a pas besoin d'en faire plus. Les réseaux mycorhiziens nous rappellent que la forêt n'est pas une collection d'arbres individuels, c'est un système, une interdépendance. Chaque arbre existe dans une relation avec des dizaines d'autres espèces, champignons, bactéries, insectes, oiseaux, dont beaucoup sont invisibles à l'œil nu. Et peut-être que c'est ça la vraie leçon. Pas que les arbres se parlent comme nous parlons, mais que le vivant est tissé de relations que nous ne voyons pas, que nous comprenons à peine, et qui sont pourtant là depuis bien plus longtemps que nous. La prochaine fois que vous marchez en forêt, vous savez maintenant ce qu'il y a sous vos pieds. Un réseau vieux de 450 millions d'années, toujours en activité, dont nous commençons à peine à comprendre les règles. Et c'est peut-être ça qui devrait nous rendre humbles et nous donner envie de protéger ces forêts. Non pas parce qu'on sait tout ce qu'on y perdrait, mais précisément parce qu'on ne le sait pas encore. Comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, vous retrouverez en bio dans la description les articles scientifiques qui m'ont permis de faire cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez les yeux grands ouverts, il y a des merveilles partout qui n'attendent que vous.